Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des professionnels de la vente, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle Kevin, expert en stratégie commerciale. Aujourd'hui, pour faire suite au dernier épisode que nous avions publié il y a quelques jours sur le FIGA, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des TPE-PME que le Congo vient de lancer il y a quelques jours de ça, on s'était dit qu'il était important qu'on puisse aussi faire un petit focus sur les garanties bancaires. Et expliquer clairement quelles sont les garanties bancaires pour que chacun, et pour ceux qui seraient intéressés pour se rapprocher du FIGA une fois qu'ils seront prêts à lancer leurs opérations, puissent avoir une idée très claire de ce qu'ils pourront demander auprès du FIGA. Alors, les garanties. On est allé sur le site de la Banque publique d'investissement de France, BPI France, qui a une définition assez simple et assez claire qui, je pense, sera comprise de tout le monde. On nous explique ici qu'une garantie bancaire est une couverture en risque qui couvre une partie de la perte finale de la banque ou d'un organisme de financement. En cas de défaillance de l'emprunteur, moyennant une commission payée directement par la banque ou par l'emprunteur. Alors, l'intérêt pour la banque, il est assez clair, c'est qu'une partie significative du risque associé au financement est transférée sur l'organisme de crédit, ce qui a pour effet de faciliter la décision donc de la banque. L'intérêt pour vous, entrepreneurs et start-upers, c'est que la garantie ainsi apportée limite en général la demande de garantie personnelle et donc vous protège si vous devez utiliser vos biens personnels, puisque si vous êtes par exemple propriétaire d'une maison, votre maison peut servir de garantie bancaire. Et justement, c'est pas ce que vous voulez, parce que si vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt, c'est la banque qui est propriétaire de votre maison, et dans la plupart des cas, elle risquera de vendre votre maison, et donc vous allez vous retrouver à la rue. Alors sur un autre site aussi internet que vous pouvez consulter qui s'appelle etnoca.fr, on vous parle aussi de la garantie bancaire, mais on vous liste un petit peu les différents types de garanties. Alors vous avez les garanties de paiement, les garanties de restitution d'acompte, les garanties de soumission, indemnisation en cas de rétraction de l'acheteur, les dispenses de retenue de garantie, les garanties de bonne exécution. Vous trouvez aussi, pour le cas des crédits immobiliers par exemple, l'hypothèque. Vous avez la caution solidaire, la caution mutuelle, la caution de la société de cautionnement et l'inscription en privilège de prêteur de deniers. Voilà un petit peu les différents types de garanties bancaires que vous pouvez donc présenter aux banques. Alors évidemment, on a beaucoup de banques étrangères au Congo et je pense en Afrique c'est aussi le cas, et elles fonctionnent à peu près sur des modèles équivalents de ce qu'elles utilisent en Europe. Donc ce sont des types de garanties qui peuvent être présentes et demandées auprès de ces banques-là. Mais évidemment, c'est pas les banques qui vous donnent la garantie, c'est bien entendu le FIGA. Alors je voudrais quand même en profiter pour rappeler que donc le FIGA, qui est le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement du Congo pour aider les TPE, les PME et évidemment les artisans, ça sous-entend que vous êtes aussi en capacité de présenter une entreprise ou une activité qui est structurée. Parce que pour demander un prêt dans une banque, on va forcément vous demander un certain nombre de documents, comme le numéro d'identification unique, le NIU, votre document qui atteste que vous êtes bien enregistré au registre du commerce, le RCCM, peut-être un certificat de moralité aussi, fiscal, enfin bref. Et puis surtout, vous allez devoir présenter vos bilans. Alors, ça dépend des banques, mais en moyenne, on peut vous demander 3 ans de bilan. D'accord ? Et puis, il faut évidemment être client auprès de la banque. Donc, le défi pour le FIGA, il est énorme, puisque il y a pas énormément de startups qui sont structurées au point où elles peuvent demander aussi des crédits, puisque le vrai revers de la médaille, c'est que on a des entreprises qui se sont créées légalement, en SARL ou peut-être même en établissement, mais qui ne sont peut-être pas structurées correctement au point de pouvoir bénéficier justement de financement. Donc l'importance ici, c'est que vous puissiez vous structurer
et regardez un petit peu comment vous pourrez plus tard, ou le cas échéant, demander des financements. Et il faudrait pas qu'on confonde que le FIGA va aider les gens à obtenir des financements, mais le FIGA n'a pas pour mission de vous structurer. C'est à vous de le faire. Donc si vous partez en vous disant je suis entrepreneur, j'ai une idée, etc., et que le FIGA va venir vous donner de l'argent, je pense que vous vous trompez. Et je pense que beaucoup de dossiers vont être rejetés sur la base de cette approche. D'accord. Donc voilà, vous avez toutes ces garanties, mais voilà, la définition même de la garantie, c'est pour couvrir un risque. Donc peu importe le type de risque qui se présente, ça sera à la banque aussi de regarder évidemment quel est le risque qui est associé avec votre activité, quel est le risque qui est associé avec ce que vous comptez faire avec l'argent que vous demandez. Si c'est une machine, si c'est il y a un certain nombre de je dirais d'éléments pour justement contrecarrer ce risque. Alors, c'est vrai que là on parle de couverture, mais la couverture ça peut être aussi au niveau de l'assurance. Ça aussi ça peut vous aider à justement contrôler ce risque. Puisque si vous êtes dans un bâtiment avec, je ne sais pas moi, des produits inflammables ou des produits toxiques ou je ne sais pas, et qu'il y a des risques d'incendie, il faut que vous soyez en capacité de couvrir ce risque-là. Donc la banque peut peut-être dépêcher quelqu'un sur place, sur vos ateliers, dans vos locaux, pour qu'elle puisse, au-delà des mots que vous avez pu présenter dans un business plan ou dans un document quelconque, se familiariser avec l'environnement dans lequel vous allez travailler ou vous travaillez déjà, ce que vous allez faire avec la machine, comment ça va être disposé, et si éventuellement il y a des risques qui n'ont peut-être pas été perçus. Quitte à peut-être même emmener un professionnel de l'assurance et essayer de regarder un petit peu s'il y a des risques sur certains points. Je serais banquier au Congo, je ferais ce genre de choses. J'aurais cette approche. Après, je sais que dans d'autres pays, comme au Sénégal notamment, il y a un établissement financier qu'on appelle la Cofina, qui est aussi présent au Congo, qui a ce genre de démarche, notamment pour des clients qui demandent des prêts et qui ont besoin aussi que la décision du banquier soit motivée par des éléments tangibles, des éléments palpables, parce que vous savez que sur un document, on peut écrire tout et n'importe quoi. Ça peut être même écrit par d'autres personnes qui, eux, peut-être maîtrisent, je dirais, le phrasé, le langage, les chiffres aussi, pour pouvoir dresser des tableaux d'amortissement, pour pouvoir présenter des bilans, des choses comme ça, et qui n'est peut-être pas, en fait, je dirais, représentatif des capacités de l'entrepreneur qui vient déposer sa demande, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important, à mon avis, pour le banquier de faire aussi tout ce travail de ce qu'on appelle de due diligence, c'est-à-dire de vérifier effectivement que les éléments apportés sont des éléments authentiques, que la personne a bien une entreprise, qu'elle est bien dans ce secteur-là, qu'elle a bien des locaux qui sont situés à l'adresse qu'elle a indiquée. Enfin bref, tous ces éléments de vérification là et de je dirais d'analyse du risque, de gestion du risque, elle doit être faite. Donc voilà, j'ai envie aussi de dire à nos amis entrepreneurs qui peu importe le domaine dans lequel vous êtes, mais le risque aussi, il se présente de différentes façons. Et je pense que maintenant que j'y pense, ça sera peut-être l'occasion de parler des différents types de risques qu'on peut avoir, mais vous avez des risques de vol, les risques d'incendie, avec les pluies qu'on a en Afrique, des risques d'inondation. Voilà des types de risques que vous avez. Et je pense que c'est important quand vous ouvrez votre entreprise de bien identifier les risques auxquels vous vous exposez, ne serait-ce que sur la base de l'activité que vous lancez. C'est vraiment très très important. On va juste terminer cet épisode en rappelant un petit peu, parce que nous on suit ce que fait la direction générale des petites et moyennes entreprises au Congo, rattachée donc au ministère des PME, et puis aussi d'autres startups qui essaient d'avancer, qui essaient de se développer. Mais c'est très important que les objectifs du FIGA vont, à mon avis, aller au-delà de la simple volonté de pouvoir octroyer des garanties, alors qui seront, de ce que le directeur général du FIGA nous a expliqué début janvier, que les garanties seront donc à hauteur de 50%. Ce qui veut bien dire que vous, en tant que
en tant qu'entrepreneur, va falloir que vous puissiez trouver donc le reste de la garantie pour couvrir le risque en totalité. D'accord ? Donc c'est pour ça que je reviens un peu sur les besoins de structuration des entreprises. C'est très très important que vous soyez structuré comme une vraie entreprise, d'accord ? Et pas que ça soit juste vous et votre copain et voilà, c'est dans une petite chambre. Non, il faut vraiment que vous soyez structuré, que vous commenciez à réfléchir aux procédures que vous avez en place, tout ce qui va être double signature, comment vous gérez les financements, comment vous gérez vos équipes, avoir un système organisationnel. Tout ça, c'est des éléments qui attestent de votre structuration. Il y en a d'autres, évidemment, mais ce sont quelques éléments pour donner des exemples. Donc, le FIGA va devoir batailler avec des gens qui sont dans le secteur informel et de les aider à sortir de ce secteur-là, parce que il ne servira pas au FIGA simplement d'attendre tranquillement dans ses bureaux climatisés que les gens viennent se pointer en ayant tous les documents à disposition. Donc, s'il y a volonté d'impulsion de création d'entreprise, il va falloir vraiment que cette impulsion soit de sortir les gens du secteur informel, de vulgariser l'importance du secteur formel, mais aussi d'accompagner ces gens dans le processus justement de ce passage de l'informel au formel et de bien identifier quels sont les éléments qui poussent les gens à rester aussi dans cet informel. Donc ça va être une vraie source d'information, un vrai centre je dirais d'informations clés pour comprendre tout ça. Ensuite, il y a toute la question sur la bancarisation aussi des Congolais, parce que on parle de, je crois, 7% à peu près ou 8% de taux de bancarisation au Congo, mais pareil, là aussi c'est trouver des mécanismes qui vont permettre aussi aux banques de rendre les choses attractives pour les entreprises, puisque là on est d'abord sur une dimension entrepreneuriale et une dimension donc de start-up. Donc c'est aux banques aussi d'être attractives sur ce qu'elles peuvent proposer. On a vu déjà dans la loi de finances des éléments que le gouvernement propose pour justement aider aussi des startups sur, je crois, leurs deux premières années de création à travers des baisses d'impôts, des choses comme ça. Et on reviendra en détail là-dessus sur un autre épisode. Mais ça, c'est un vrai défi qui les attend. Ensuite, un défi un peu moindre, mais c'est tous les stéréotypes qui sont associés au crédit, d'accord ? Parce que quand vous engagez à prendre un crédit et que vous obtenez ce crédit, ça veut dire qu'il y a des mensualités à rembourser. Il y a aussi un engagement que vous prenez sur ce que vous allez faire avec l'argent. Et puis voilà, il y a une durée sur laquelle vous êtes engagé. Donc il faut être méticuleux et je dirais méthodique aussi dans les besoins que vous avez et de bien maîtriser et de bien comprendre ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous faire conseiller, je dirais de la part d'un banquier. Il y a plein de gens qui sont dans la finance et à ce propos, je lisais un post de l'associé gérant d'Ariès Investissement qui parlait justement, qui répondait plus ou moins de manière ouverte à des gens qui se plaignent toujours et encore de l'écosystème des startups au Congo. On commence à avoir un écosystème qui est un peu plus riche, puisqu'il y a plus de gens qui veulent aussi se lancer là-dedans. On commence à avoir des services qui pointent le bout de leur nez et qui commencent à devenir intéressants et compétitifs. Nous, ce qu'on peut déplorer simplement au niveau de Mokonzi, c'est que les choses ne vont pas assez vite. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui constatent un petit peu la même chose, qu'on aurait pu faire beaucoup plus il y a peut-être 10 ans, etc. Et encore, je rajoute que en 2014, quand les premiers signes de baisse du baril de pétrole commençaient à montrer le bout de son nez, c'est peut-être même là qu'il aurait fallu commencer vraiment à appliquer un certain nombre de mesures pour favoriser l'entrepreneuriat, parce que la question de la diversification économique, on en revient toujours à ce point, elle est au centre des préoccupations justement de l'économie et donc de la création d'entreprises, de la création de richesses, des éléments de levier qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir se développer, pas à ceux simplement qui n'existent pas, mais aussi à ceux qui sont déjà en activité. Il faut pas que on se dise qu'on parte de zéro quand il s'agit d'entrepreneuriat au Congo ou d'entreprises ou de start-up ou de PME. On en a plein, on en a des milliers, des dizaines de milliers. Mais il faut que on puisse se structurer, avancer ensemble avec un certain nombre
d'éléments qui vont nous permettre d'avancer. Donc il faut pas toujours regarder les choses de manière toute noire ou toute blanche. Il y a beaucoup de zones de gris qu'il faut analyser, qu'il faut regarder, qu'il faut apprécier aussi. Je crois que c'est un petit peu ce que nous avons comme défaut, les Congolais et puis les Africains en général, de penser que tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, enfin tout est mauvais. Non, c'est que voilà, il y a des éléments qui nous permettent plus ou moins d'avancer, mais on peut le dire quand même honnêtement que dans la grande majorité du climat, et puis le climat des affaires aussi en atteste aussi, il y a énormément de travail à faire. Et donc moi je pense que je préférerais que on soit dans cette situation-là, mais qu'on ait en face de nous des acteurs et des partenaires qui sont à la tâche, qui s'activent énormément plus que maintenant, que de voir une sorte de laxisme. Et donc voilà, on voit que les gens traînent un peu les pieds, il y a plus de critiques que d'analyse constructive sur certains sujets. Donc voilà, c'est ce que nous on a voulu apporter avec notre épisode sur le FIGA. J'espère que ça va éclairer un certain nombre d'entre vous. Il y aura évidemment des compléments d'informations à ce sujet au fur et à mesure que le FIGA se structure, continue avec l'écriture de ses procédures, avoir un site internet et compagnie, pour aussi clarifier comment chacun va pouvoir bénéficier de cette nouvelle structure étatique. Et puis voilà, on va espérer que tout se passe bien, que l'année 2021 se passe bien en termes de business, en termes d'affaires, puisque c'est une année électorale. L'année prochaine aussi, nous sommes dans une année électorale, puisque il y aura les députations, les élections législatives. Donc il y aura encore des campagnes un peu partout dans le pays. Voilà, donc c'est toujours des périodes un peu charnières, mais il faut espérer que tout aille bien au Congo. Voilà, en tout cas merci pour vous, merci, c'est tout pour moi aujourd'hui pour cet épisode. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires sur les pages de Mokonzi, le podcast de Mokonzi et puis la page Mokonzi aussi sur Facebook. Nous sommes aussi sur Instagram et Twitter, donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Merci beaucoup, ciao. Grow your sales, grow your business.